Chers amis, je vais donc vous parler un instant de cette étude multicentrique prospective randomisée comparant résection hépatique versus radiochimiothérapie transplantation comme traitement des tumeurs d'huile résécables. Cette étude se prénomme donc Transfil. Je suis le coordinateur principal et cette étude a été menée de concert avec Emmanuel Boleslav qui travaille à Lille, avec lequel nous avons développé ce projet. Donc le rationnel de l'étude, très rapidement, vous savez ce que c'est qu'une tumeur d'huile, c'est une petite tumeur qui est située à un endroit particulièrement gênant puisque aux proximités des vaisseaux est difficilement explorable. Ici un exemple tout à fait frappant de difficulté de la prise en charge d'une tumeur d'huile. Vous avez ici un cholangiocarcinome gauche assez classique avec une atrophie du foie gauche, une hypertrophie du foie droit, pour lequel une hépatectomie a été envisagée. Sur le bilan préopératoire, un envahissement artériel, pas un envahissement portal, mais tout ça reste tout à fait résécable. Ici, une cholangio-RM qui montre que finalement, la tumeur est une tumeur de type 4 qui sépare la convergence à droite et la convergence à gauche pour les cadeaux secondaires, mais on reste quand même dans la résécabilité sur les bilans dont on peut disposer en préopératoire. Ici, une représentation sur site de la situation. Vous voyez qu'en fait, cette patiente a un cholangiocarcinome périhilaire. On comprend bien que la tumeur en fait peut laisser subsister un petit peu de passage biliaire et donc chez cette patiente, il n'y avait pas d'ictère et pourtant elle avait un authentique cholangiocarcinome périhilaire ou tumeur d'huile. Donc, une hépatectomie a été réalisée chez cette patiente, c'est une hépatectomie gauche à segment avec une résection à l'astomose de la veine porte, résection à l'astomose de l'artère hépatique de nécessité, puisqu'en préopératoire on s'est rendu compte que finalement l'artère hépatique était envahie, et une anastomose hépatico-géniale sur 2 canaux chez cette patiente qui avait une situation portale particulièrement favorable, puisqu'elle avait un secteur postérieur qui était hypoportal, ce qui a évité de faire une hépatectomie gauche chargée au secteur antérieur. Elle n'a pas été transfusée, elle est issue parfaitement simple. Et histologiquement, eh bien, nous avions une cholangiocarcinome hilaire moyennement différenciée de 1,8 cm de grand axe, avec des limites biliaires inférieures et supérieures saines, mais malheureusement, une absence de marge de tissu sain pour les limites périphériques droite du pédicule hépatique, et une infiltration carcinomateuse de la veine porte, avec de nombreuses images d'enjolinement carcinomateux, et pas de métastase ganglionnaire sur le biganglion qui était présent. Donc cette histoire résume assez bien la difficulté de la prise en charge des tumeurs d'huile ou des cholangiocarcinomes périhilaires, où en fait on a souvent beaucoup de difficultés à évaluer la résécabilité R0 de ces tumeurs, même si souvent la marge qui est envahie n'est pas obligatoirement la marge biliaire, mais les marges péribiliaires, et c'est d'ailleurs pour ça que les résultats sont ce qu'ils sont. Voilà ici une série tout à fait récente, rapportant 574 cholangiocarcinome périhilaire réséqué dans probablement la plus grande équipe au monde sur le sujet, qui est l'ancienne équipe du professeur Nimura, maintenant le professeur Naguino, avec ici une survie qui est de l'ordre de 40% à 5 ans. Et c'est exactement ce qu'on obtient dans les équipes françaises. On a récemment réévalué à Paul Brousse nos résultats. Ils sont tout à fait identiques à ceux-là, avec évidemment des meilleurs résultats lorsqu'on est R0, N0, mais malheureusement, nous ne sommes R0 et N0 que dans un pourcentage de cas assez restreint qui représente à peu près 50% des malades, mais c'est du pile ou face. Donc, maintenant, je vous apprends rien quand vous expliquant que la transplantation hépatique précédée d'une radiochimiothérapie peut être un traitement efficace des tumeurs d'huile non résécables. Cette étude a été proposée par la Mayo Clinic en 2005 avec des résultats qui ont été réévalués récemment, puisque dans le papier de gastroentérologie en 2012 on avait 287 malades qui ont été transplantés, qui ont été rentrés dans le protocole. Finalement, 25% de drop-out après la radiothérapie, la brachythérapie et une radiothérapie orale par Xeloda. Ces 25% de drop-out étaient liés à une progression tumorale et dans un nombre de cas non négligeable, 40 malades, à une positivité du staging ganglionnaire dans la laparotomie exploratrice qui est systématique dans le cadre de la prise en charge des tumeurs d'huile sur le protocole de la Mayo Clinic. Cependant, malgré ce drop-out, eh bien, on se rend compte que les résultats sont particulièrement bons, et je vous rappelle que là, il s'agit de tumeurs considérées comme non résécables.
à partir du moment où les masses font moins de 3 cm. Et là, on parle de résultats en intention de traiter, c'est-à-dire en incluant le drop-out, et on voit que la survie sans récidive à 5 ans est de 69%. Et je vous rappelle tout à l'heure, la survie globale était de 40% chez des patients réséqués avec des tumeurs considérées évidemment comme résécables. Alors devant ces résultats, 69% de survie sans récidive à 5 ans chez les patients qui ont une tumeur de moins de 3 cm considérée comme non résécable, contre 40% de survie globale tout confondu chez les patients considérés comme résécables, eh bien la question qu'on s'est posée avec Emmanuel était la suivante: la transplantation hépatique n'est-elle pas finalement le meilleur traitement des tumeurs de Klatskin résécables? Alors pour répondre à cette question, eh bien, on s'est lancé dans ce protocole qui a donc maintenant été accepté. Évidemment, si je vous envoie cette vidéo, c'est que vous faites partie des centres inclueurs, avec donc comme critère d'inclusion des cholangiocarcinomes hilaires prouvés histologiquement ou très fortement suspectés devant une sténose hilaire associée à un syndrome de masse au niveau de l'huile hépatique. Pourquoi syndrome de masse? Parce que on sait que c'est un des très bons signes de la réalité d'un cancer, même si on le sait, dans un nombre très limité de cas, on peut avoir des tumeurs inflammatoires d'huile avec un syndrome de masse. On va tout faire pour essayer d'éliminer ces patients qui ont des tumeurs d'huile qui n'en sont pas, c'est-à-dire qu'ils ont des sténoses hilaires qui sont inflammatoires, avec évidemment un dosage tout à fait systématique d'IL6GG4 et une attention toute particulière au pancréas, à la recherche de pancréatites auto-immunes qui sont fortement associées à ces sténoses inflammatoires d'huile qu'on peut prendre pour les tumeurs de Klatskin, qui évidemment, il ne faut pas faire entrer dans des protocoles de radiochimiothérapie et de transplantation. Donc, les cholangiocarcinomes hilaires sont considérés comme résécables. On a exclu les types 1, qui sont des tumeurs qui sont à moins de 2 cm de voie biliaire, enfin, c'est à moins de 2 cm du toit d'huile. On a gardé les types 2, les 3A, les 3 gauche et les 4 bismuth de Corlett, en sachant que le patient peut avoir une résection R0 par exérèse parenchymateuse, avec une résection ou pas de la veine porte ou de l'artère, c'est-à-dire que c'est vraiment au chirurgien qui prend en charge le patient de considérer si ce malade est résécable ou n'est pas résécable. L'objectif de ce protocole est bien sûr d'être dans la vraie vie, puisque la difficulté de la prise en charge du tumeur de Klatskin est aussi l'évaluation de la résécabilité, et cette évaluation sera laissée à la discrétion des chirurgiens qui prennent en charge les malades, mais force est de constater que les gens sont raisonnables et qu'en général on est assez d'accord sur ce que c'est que la résécabilité. Donc, les critères de non-inclusion dans cette étude: une femme enceinte ou allaitante, une femme en âge de procréer sans contraception efficace, un patient sous tutelle ou sous curatelle, une contre-indication à la radiothérapie. Très important, un drainage percutané des voies biliaires, puisque il a clairement été mis en évidence que l'existence d'un drainage percutané des voies biliaires par voie donc transhépatique, qu'il soit transtumoral ou pas, est un facteur de risque majeur de récidive sous forme de carcinose péritonéale après transplantation hépatique, raison pour laquelle nous avons exclu la possibilité d'un drainage percutané dans le bras de transplantation en tout cas. IgG4 positif, ça c'est pour éliminer évidemment les patients qui ont des tumeurs sténosantes sans vrai cancer. Un déficit connu en dihydropyrimidine déhydrogénase, ou DPD, qui est une enzyme qui contre-indique l'utilisation de Xeloda. Et donc c'est une contre-indication dans ce protocole, puisque le Xeloda est utilisé comme association à la radiothérapie. Alors le dosage en DPD se fait dans la plupart des centres, et on a listé les endroits où ça se faisait. Il faut une quinzaine de jours pour pouvoir avoir la réponse à ce dosage, mais on va y arriver. On ne peut pas faire autrement que passer par ce déficit en DPD, et je vous invite à contacter l'ARC Cynthia pour avoir plus d'informations si vous êtes dans la difficulté pour ce problème. Évidemment, un antécédent de cancer dans les 5 années précédentes à l'exclusion du carcinome cutané basocellulaire, ça c'est ce qui contre-indique la transplantation, et un antécédent de réaction sévère et inattendue à un traitement contenant de la fluoropyrimidine, c'est-à-dire du Xeloda, et une hypersensibilité aux différents éléments contenus dans le Xeloda. Alors, d'autres critères de non-inclusion, des éléments qui peuvent faire penser que le malade a une
hépatopathie sous-jacente, avec des polynucléaires qui sont bas, des plaquettes à moins de 100 000, une insuffisance hépatique sévère, avec un facteur 5 inférieur à 50%, une insuffisance rénale sévère, avec une cléarance de la créatinine inférieure à 30 minutes par minute, un traitement par des choses qui contre-indiquent le Xeloda, un diabète non contrôlé ou une autre comorbidité sévère qui pourrait contre-indiquer cette fois-ci la transplantation, une cirrhose prouvée histologiquement. On est bien d'accord qu'il ne s'agit pas de cirrhose biliaire secondaire, il s'agit d'une cirrhose due à une autre cause, l'hépatite B, l'hépatite C, la cholangioschlérose primitive. On a évidemment voulu éliminer toutes les tumeurs d'huile qui sont dites non ressécables, non pas pour des problèmes d'extension, mais pour des problèmes de foie péritumorale, des métastases intrahépatiques et ou extrahépatiques qui sont évidemment une contre-indication à la transplantation hépatique, une hyperéosinophilie, une dilatation du versum ou une masse de la tête du pancréas qui peut faire évoquer une maladie qui soit une maladie inflammatoire d'huile et non pas une vraie tumeur de Klatskin, une masse de la région hilaire supérieure à 3 cm. J'insiste sur ce point parce que clairement, lorsqu'on a un cholangiocarcinome hilaire ou périhilaire qui fait plus de 3 cm, eh bien ça donne des mauvais résultats de la transplantation. On a donc exclu ces malades. Un envahissement du duodénum aussi est une exclusion de ces malades. Alors très rapidement, une description de l'étude. L'objectif est de démontrer la supériorité en termes de survie à 5 ans de la transplantation hépatique précédée de radiochimiothérapie néoadjuvante sur la résection radicale des tumeurs de Klatskin jugées résécables. Le critère d'urgence principal est la survie à 5 ans en intention de traiter. On va donc aussi avoir des objectifs secondaires, la survie relative à 3 ans, la bimortalité périopératoire des deux types de chirurgie, la toxicité de la radiochimiothérapie, des complications des traitements et les complications des traitements palliatifs. Des études ancillaires potentielles seront réalisées sur l'imagerie, sur des marqueurs pronostiques sanguins et tissulaires et sur les effets de la radiothérapie au niveau du parenchyme hépatique. Et pour ce faire, l'ensemble des prélèvements biologiques et tissulaires sont conservés au sein de chaque centre au laboratoire de biochimie ou d'anatomopathologie. La méthodologie est donc une étude prospective randomisée multicentrique comparativement ouverte sur 2 groupes parallèles, comparant un groupe interventionnel avec transplantation hépatique précédée de radiochimiothérapie néoadjuvante par rapport à un groupe contrôle avec résection radicale. La randomisation sera faite par CleanWeb selon avec un ICRF avec un ratio 1:1 et une stratification par regroupement de centres. Tous les centres de transplantation ont accepté de participer à cette étude. C'est un succès de la cohésion nationale. On en a besoin actuellement. Et il manque que 2 centres qui vont, j'en suis sûr, participer. C'est Clermont-Ferrand et Montpellier, et on va rapidement résoudre ce problème. Donc 2 centres seulement de chirurgie hépatique participent aussi à ce protocole, en sachant qu'il s'agit du professeur Régimbaud à Amiens qui fera transplanter ces malades qui tombent dans le bras à résection à Beaujon, et le professeur Delperro à Marseille qui fera transplanter ces malades chez le professeur Letreux. Évidemment, nous avons besoin d'inclure un certain nombre de patients, et au total 60 patients à inclure, soit pour avoir 54 patients évaluables, 27 patients dans chaque bras, pour pouvoir montrer une différence de survie avec des objectifs qui ont été calculés selon les chiffres que je vous ai donnés au début de cette présentation. Donc on a décidé d'inclure pendant 2 ans, et ensuite la participation et le suivi des patients sera 6 mois et 5 ans, avec une inclusion estimée de 1 à 2 patients par centre. Mais évidemment, si vous avez 10 malades, n'hésitez pas, on vous en voudra pas. Alors, comment va se passer cette étude? Ça semble un petit peu compliqué, mais finalement c'est assez simple. Une première phase qui est une phase de screening. On va faire un diagnostic de tumeur de Klatskin avec une évaluation de la résécabilité. Ce diagnostic de tumeur de Klatskin est basé comme d'habitude sur un faisceau d'arguments. Comme je vous l'ai dit, il faut exclure des tumeurs qui sont pas des tumeurs de Klatskin, et pour ça, on a besoin d'un bilan morphologique qui sera une cholangio-IRM, au mieux avant le drainage biliaire. En tout cas, le drainage biliaire devra être fait par voie endoscopique s'il a été fait, d'une IRM hépatique avec des séquences de diffusion, et un scanner thoracoabdominal pelvien avec 3 types, avec les types classiques d'injection. En ce qui concerne le bilan biologique, en plus du bilan classique, nous allons ajouter des sérologies de l'hépatite B, de l'hépatite C et du VIH, et un dosage des JG4 et des bêta-HCG pour les femmes en âge de procréer.
Enfin, les bêta-HCG, c'est uniquement pour les femmes déjà IgG4 chez tout le monde. Un bilan morphologique pour déterminer le type de tumeur avec un typage classique selon la classification de Bismuth et Corlett. Et comme je vous l'ai dit tout à l'heure, on exclut les patients qui ont des tumeurs de type 1, c'est-à-dire dont le pôle supérieur est situé à moins de cm du toit de la convergence. On va donc, en résumé, dans cette phase de screening, vérifier des critères d'inclusion ou de non-inclusion, et si le malade est incluable, eh bien, on va randomiser le malade dans le bras résection ou transplantation, et il s'agit donc de la phase 2, le bilan complémentaire et la randomisation. Ce bilan complémentaire va donc, comme je vous le disais, inclure ce recueil du consentement libre et éclairé avant tout prélèvement, avec un envoi du fax à l'URC Paris Sud, des prélèvements sanguins périphériques pour constituer la biotech, et des éléments qu'il faut passer pour aller plus loin dans le protocole. Petit 1, un dépistage génétique d'hydropyrimidone dihydrogénase, qui est une contre-indication absolue au Xeloda. Si le test est positif, le patient n'est pas inclus. Un PET scan pour rechercher une fixation extra-hépatique. Là encore, si le PET scan fixe en extra-hépatique, le patient n'est pas inclus. Une échoendoscopie avec des biopsies ganglionnaires au besoin, des lésions douteuses, et là encore, évidemment, s'il y a des adénopathies métastatiques, le patient n'est pas inclus. Au terme de ces 3 examens, nous allons réaliser une célioscopie exploratrice qui va aller affirmer l'absence de métastases intra- et ou extra-hépatiques, en particulier une carcinose péritonéale. On ne réalise pas de curage ganglionnaire à ce stade-là, car il est nécessaire de rester dans le protocole classique de la Mayo Clinic et de réaliser le curage ganglionnaire au terme de la radiochimiothérapie. Donc, si l'ensemble de ces 4 examens ne met pas en évidence de maladie intra- ou extra-hépatique à distance du bile, eh bien, on va poursuivre le protocole et on va donc randomiser le malade, soit dans le bras radiochimiothérapie transplantation, soit dans le bras résection. Si le malade est maintenant randomisé dans le bras transplantation. Alors, ce qui est très important, c'est que ce protocole a été mis en place et a été élaboré de concert avec l'agence biomédecine qui a accepté de proposer des points dans le cadre de la transplantation pour les tumeurs d'huile, et donc le malade sera donc inscrit à l'agence biomédecine à partir du moment où le malade est randomisé pour une transplantation isogroupe, sauf pour le groupe AB, sans priorité. Le malade sera mis en contre-indication temporaire pour bilan en cours, et pendant cette période de radiochimiothérapie, eh bien, le malade va être sur liste, mais ne pourra pas être transplanté, et ce n'est que 4 semaines après la fin de la radiochimiothérapie, une fois qu'un nouveau scanner et une laparotomie de staging aura été réalisé, que l'expert, qui est prévenu de l'existence de ce protocole, lèvera la contre-indication, et on pourra avoir automatiquement une demande de composante expert avec 800 points, soit 0 mois pour une transplantation qui sera faite le plus vite possible. Et ici, vous avez le document qui est dans le package du PHRC, qui vous permettra d'avoir très rapidement les points et donc de transplanter très rapidement le malade qui a passé toutes les épreuves, entre guillemets, de ce protocole pour, on l'espère, un très bon résultat. Donc, le problème du drainage biliaire. Le drainage biliaire, encore une fois, doit être fait par voie endoscopique. Peu importe le moment où il est fait, probablement que le drainage biliaire sera fait très en amont, avant même l'échoendoscopie, le PET scan, car il faut du temps pour réaliser ces examens. En tout cas, dans le groupe transplantation ou avant qu'une décision de transplantation n'ait été envisagée, on ne doit pas faire de drainage biliaire percutané. Dans le bras résection, une fois que le malade est tiré dans le bras résection, ça sera en fonction des décisions de constatation locale et en fonction des décisions locales. Évidemment, si le malade ne déjaunit pas, il ne peut pas avoir de radiochimiothérapie de transplantation, et il est pris en charge en fonction des pratiques locales. On poursuit son suivi dans l'étude, mais il ne sera pas transplanté. Alors, les modalités de la radiochimiothérapie, c'est une radiochimiothérapie qui a été déterminée avec le professeur Eric Dutch de l'Institut Gustave Roussy, qui lui-même a beaucoup communiqué avec les gens de la Mayo Clinic. Encore une fois,
il n'y a pas de brachythérapie parce que la brachythérapie n'est plus possible en France parce qu'il n'y a même plus les éléments qui permettent de le réaliser. C'est une radiothérapie conformationnelle qui sera réalisée en 25 fractions de degrés sur la cible, soit 50 degrés en 5 semaines avec une fréquence de 5 jours par semaine, et cette radiothérapie sera associée à une prise de Xeloda les jours de la radiothérapie, en sachant que l'ordonnance de Xeloda sera envoyée automatiquement au moment de la randomisation dans le bras transplantation. Alors, évidemment, cette radiochimiothérapie est surveillée hebdomadairement avec un bilan clinique, un bilan biologique, et à la fin de la radiochimiothérapie, on refait un bilan morphologique pour vérifier l'absence d'extension et de la poursuite du protocole. La contre-indication Xeloda. Alors la contre-indication au Xeloda, si jamais elle apparaît, c'est-à-dire s'il y a une réaction au Xeloda, ne contre-indique pas la poursuite du protocole, mais encore une fois, malgré ça, on est quand même obligé de doser le déficit en DPD au début du protocole. Donc, le malade a terminé sa radiochimiothérapie, on est à 4 semaines après la radiochimiothérapie, l'enjeu scanner est normal, et bien dans ce cas-là, on va à la laparotomie exploratrice au picking ganglionnaire. Si ce picking ganglionnaire ne retrouve pas d'adénopathie positive, et bien le malade a les 800 points et doit être transplanté rapidement. Cette transplantation rapide doit avoir lieu en pratique dans le mois, et même si ce n'était 3 mois, en pratique c'est dans le mois. On considère que on réalise des transplantations hépatiques orthotopiques fois totale, pas de split a priori, avec une anastomose biogestive évidemment. L'exérèse ou pas de la veine cave sera laissé à la discrétion des chirurgiens. Évidemment, si, à l'occasion de la laparotomie exploratrice, après la radiochimiothérapie, on découvre une carcinose péritonéale ou une extension à distance, eh bien, le malade ne pourra pas être transplanté et ce malade sera pris en charge selon les pratiques locales, c'est-à-dire un traitement purement palliatif ou une résection, comme ça a été proposé par certains auteurs. Évidemment, cette situation serait dramatique puisqu'il s'agit d'un malade qui était résécable au départ, en sachant, je vous le rappelle, que la survie d'un malade qui a des ganglions N+, est 20% 5 ans, mais c'est pas zéro, et pour cette raison, on fait le maximum d'examens préopératoires, enfin pré-radiochimiothérapie, pour éviter justement de se retrouver dans cette situation qui, j'espère, n'existera pas. Donc, au terme de ces 4-5 semaines, le jour de la transplantation, évidemment, eh bien, un nouveau bilan biologique, des prélèvements sanguins, des prélèvements tissulaires, et un protocole d'immunosuppression qui est là encore est recommandé, mais est laissé à la discrétion des équipes. Alors maintenant, beaucoup plus simple, la chirurgie. À partir du moment où le malade est tiré dans le bras chirurgie, les chirurgiens sont des grands garçons, se débrouillent, et ils font ce qu'ils ont envie de faire, c'est-à-dire, ils gèrent les malades comme ils veulent en termes d'embolisation portale, de drainage biliaire, et ils réalisent l'hépatectomie comme ils veulent la réaliser habituellement, puisque la prise en charge de ces malades est aussi une question d'experts, et on propose des types d'hépatectomie celles qui sont dans la littérature, mais on n'impose pas de choses. En particulier, on n'impose absolument pas une résection vasculaire portale systématique, car jusqu'à présent, même si certains auteurs allemands proposent ça, il n'y a pas d'argument suffisant dans la littérature pour le proposer de manière systématique. Et les auteurs asiatiques en particulier ne le réalisent pas, donc faites comme vous voulez. La seule chose, c'est que l'objectif est d'être R0 au prix, encore une fois, si au besoin, d'une résection vasculaire, voire artérielle, si besoin. Alors, ensuite, que ça soit après transplantation ou après hépatectomie, il y a des bilans biologiques J1, J3, J7, J30, J90, avec des prélèvements divers et variés, une mesure des complications post-opératoires selon Clavien, et évidemment un scanner abdominal à J7, J30, J90, avec une suivi ensuite tous les 4 mois pendant 2 ans, tous les 4 mois pendant 3 ans, puis tous les 6 mois pendant 2 ans, avec comme objectif de découvrir des récidives locales et ou à distance. Évidemment, si vous avez des difficultés, vous pouvez contacter notre attaché de recherche clinique, Cynthia Despois,
dont ici j'ai représenté une photo, avec son numéro de téléphone qui est ici. Il n'y a pas son numéro de portable, il y a juste son numéro de téléphone. Vous pouvez me contacter aussi au 06 64 96 97, et comme je vois que le numéro du professeur Boleslavski a été caché derrière ma tête, je vous le donne, c'est le 06 19 84 01 41. Merci encore de participer à ce travail. J'espère que on va faire évoluer les pratiques, qu'on va apporter quelque chose au traitement des cholangiocarcinomes milaires, et ça serait bien que ça vienne de la France. À bientôt. Ciao.